Hop, et c'est bon. Bien, j'ai animé ma vidéo. Je ne sais pas si vous me voyez, mais je vais commencer quand même. Donc, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, bienvenue pour cette nouvelle saison des champions d'éducation, une nouvelle saison puisque cette année on a décidé d'organiser la séquence sur une année scolaire et non pas sur une année civile. Et puis par ailleurs, donc, comme nous allons le voir, euh, on va s'organiser selon un nouveau format que nous allons vous présenter rapidement. Donc le nouveau format, il est issu des réflexions et des discussions qu'on a eues collectivement tous ensemble en début d'année et qui a abouti à voilà, une séquence dont vous voyez la description devant vous. L'idée, c'est de creuser une thématique pendant, pendant 4 sessions, de manière voilà, à pouvoir davantage aller au fond des choses. Donc, avec une séquence en 4 sessions, donc une première réunion de cadrage et de discussion collective que nous allons avoir aujourd'hui, 2 réunions qui sont plutôt des réunions de partage des pratiques, de présentation de cas et de débat autour de ces cas pratiques. Et puis une dernière réunion de capitalisation dont l'objectif est évidemment d'arriver aussi à des livrables et à des pistes d'action. Le format, ce seront donc les 3 premières réunions se dérouleront en visio, comme la présente, et nous pourrons en fin de session tenir une réunion en présentiel qui permettra à la fois donc, d'avancer dans nos travaux et puis d'avoir un élément, un moment d'échange plus concret. Voilà, donc je ne vais pas plus loin sur ce format. Il a été discuté collectivement et donc voilà, on est très heureux de pouvoir entamer cette nouvelle saison, pardon. On est assez nombreux, on est aussi un public diversifié, hein. Il y a parmi nous, bon, évidemment, les membres de la coalition, il y a des membres, des représentants des bailleurs, donc de l'AFD comme moi et comme certains de mes collègues des divisions éducation, la cellule crise et conflits, des collègues également de la division OSC, des représentants des ministères, du ministère des Affaires étrangères et le ministère également de l'Éducation. Donc voilà, on est un ensemble d'acteurs qui allons pouvoir échanger autour de cette thématique donc, qui est pour cette session l'éducation en situation de crise. Donc je ne vais pas m'attarder sur le sujet, je vais juste maintenant vous exposer très sommairement le déroulé de notre séquence. Donc après cette introduction assez assez factuel. Donc, de ma part, je laisserai la parole à ma collègue Sarah Nardone du ministère des Affaires étrangères qui donnera quelques éléments de cadrage sur la vision du MAE sur cet enjeu de situation de crise. Nous aurons ensuite une intervention d'Émile Marchois de l'INE. Donc, l'INE, je pense que la plupart d'entre vous connaissez, hein, c'est donc le réseau Interagences pour l'éducation en situation d'urgence, qui est vraiment pour le, pour ce sujet-là un acteur incontournable et donc qui nous donnera des éléments de cadrage. Et puis nous viendrons au cœur même de notre discussion avec une session d'environ une demi-heure de discussion et de réflexion sur les thématiques que nous allons pouvoir traiter ensemble ensuite tout au long de cette année. Et puis, on aura un deuxième temps de débat sur le type de livrable sur lequel nous pourrons déboucher. Et enfin, nous pourrons conclure et parler de la suite, donc la programmation des prochaines étapes. Donc, à l'issue de ce travail, donc le COPIL des champions d'éducation se réunira et puis vous donnera ensuite la suite du déroulement, c'est-à-dire à la fois les dates, les échéances, les modalités de travail, les thématiques qui pourront donc nous guider tous ensemble pour cette année 2023
2024. Voilà, je voulais aussi préciser que nous attendions une intervention également du centre de crise du Quai d'Orsay, mais là, notre interlocutrice a eu un empêchement, mais le centre de crise nous accompagnera au cours de cette saison. Donc ça, c'est aussi évidemment important d'avoir le centre de crise avec nous, puisque c'est un acteur très important sur ces sujets-là. Et je m'arrête là et je laisse la parole à Sarah du ministère des Affaires étrangères. Et ensuite, on la parole les collègues de la coalition qui animeront la suite. Je vous remercie. Bonjour à toutes et tous. Merci Philippe pour l'introduction. Merci à la Coalition Éducation, à l'AFD et à l'INE d'avoir préparé cette session. Alors, on fera l'introduction à deux voix. Je m'appelle Sarah Nardone et donc voilà Roxana Simji qui connaît très bien les enjeux d'éducation en situation d'urgence et qui vous parlera de DCW. Donc, on travaille au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères à la sous-direction du développement humain sur les enjeux éducation au niveau bilatéral et multilatéral. Comme vous le savez, l'éducation en situation d'urgence et de crise, c'était pour l'instant un sujet finalement assez peu investi à part par le CDCS. Et en ce moment, on renouvelle la stratégie éducation et la stratégie humanitaire. Et ce sera une priorité commune des deux stratégies, avec un volet aussi sur la protection des enfants les plus vulnérables. Donc, on espère avoir une action plus développée sur ce sujet, au niveau bilatéral et multilatéral. L'ambition aussi, à la faveur des engagements du CICID, d'augmenter la part consacrée à l'humanitaire et surtout la part consacrée à l'éducation en situation de crise et d'urgence. Donc, on a une conjonction qui fait que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères se positionne davantage sur ces sujets, au vu aussi de la prise en compte de la multiplicité des crises et souvent de nature prolongée, qui implique une réponse à la fois préventive et à la fois de réaction. Pour nous, c'est une vraie valeur ajoutée. Ce format, on va dire, ce format allongé des champions de l'éducation est développé sur une seule thématique, dans la mesure où le partage de bonnes pratiques, des réflexions poussées collectivement permettront aussi de développer le langage agréé sur ces sujets dans les enceintes bilatérales et multilatérales et de développer aussi une meilleure opérationnalisation de ces sujets en interne et appropriation des différentes directions. Je m'arrête là de mon côté et je laisse Roxana prendre la parole sur la suite. Bonjour à toutes et tous. Alors, je voulais juste compléter ce qu'a dit Sarah sur le volet multilatéral pour vous dire effectivement qu'on se réjouit du choix de cette thématique de la coalition éducation qui résonne avec l'actualité puisque, comme vous l'avez vu, et merci encore à la coalition éducation d'avoir relayé cette annonce, la secrétaire d'État Chrysoula Zakharopoulou a annoncé le 23 septembre dernier, en marge de la GNU à New York, pendant l'événement Global Citizen, que la France allait renouveler sa contribution au Fonds multilatéral Education Cannot Wait. Je ne sais pas si tout le monde connaît ce fonds ici, mais juste pour rappel, c'est un fonds qui a été lancé en 2016 et qui est hébergé par l'UNICEF, spécifiquement dans le but de positionner l'éducation comme une priorité majeure dans l'agenda humanitaire, de mobiliser des financements supplémentaires pour ce secteur et aussi de renforcer le nexus humanitaire-développement dans le champ de l'éducation qui était un peu négligé jusqu'à présent. Et donc, ECW a réussi à mobiliser depuis sa création 1,5 milliard de dollars pour cette thématique et finance actuellement des programmes dans près de 45 pays, en Afrique, en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient. La France a donc annoncé une contribution de 40 millions d'euros pour le cycle en cours. Cette contribution va courir sur 4 ans et grâce à cette nouvelle contribution, la France revient parmi les 10 premiers contributeurs du fonds. Jusque-là, on avait contribué à hauteur de 10 millions d'euros à travers les contributions volontaires à UNICEF et notre contribution était fléchée notamment sur le Liban et le Sahel. Donc, à voir de quelle manière cette nouvelle contribution sera fléchée. Est-ce qu'on reprendra ce fléchage ou est-ce qu'on aura d'autres priorités? C'est en cours de discussion actuellement.
Mais en tout cas, pour nous, ce financement accru illustre de manière concrète l'engagement renforcé qu'on aimerait porter sur ce projet et donc qui, encore une fois, rentre en résonance avec vos travaux pour cette année. Donc, merci beaucoup et au plaisir d'écouter vos échanges et de s'en nourrir aussi collectivement. Merci beaucoup. Merci beaucoup Philippe, Sarah et Roxana. On va passer à du coup la présentation d'Emeline Marchois de l'INE pour nous faire une petite présentation de cadrage sur l'éducation en situation de crise. Emeline, je te repasse la main. Merci beaucoup, Louise. Est-ce que tu peux me passer la main pour le partage d'écran, s'il te plaît? Et je vais en profiter pour remercier la Coalition Éducation, remercier AFD pour voilà, toujours travailler en lien avec l'INE. Donc, je suis la facilitatrice de la communauté de langue française de l'INE, ce qui veut dire que je travaille principalement avec les régions francophones, donc des pays voilà, des pays en crise, des pays en situation d'urgence. J'ai le plaisir de travailler directement avec la coalition éducation depuis 2017, vraiment très, très directement. Et je me réjouis toujours d'être voilà, dans ce genre d'événement, d'être directement avec vous. Je vais voir si j'ai la main sur le partage d'écran. Pardon. Normalement, tu peux. Oui, ça y est, c'est bon. Voilà, je vais le mettre en mode slideshow. Il y a toujours un petit délai, je suis désolée. Ok, voilà, on y est. Je suis particulièrement contente d'être avec vous dans cette actualité très positive pour l'éducation en situation d'urgence, comme viennent de, de le dire les collègues du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Je crois que voilà, on peut féliciter les efforts de la coalition éducation pour la mobilisation. Et il y a eu un petit lapsus. La collègue a dit front au lieu de fond, mais je crois qu'on est là justement pour faire front tous ensemble, collectivement. Donc le lapsus n'était pas mauvais du tout. C'était très très pertinent. Donc on va voir brièvement, parce que voilà, je vois qu'il y a déjà beaucoup de connaissances autour de la table, pourquoi l'éducation en situation de crise est importante dès le premier jour, et puis on va regarder les défis et les enjeux de l'éducation en situation de crise, tout en sachant que ensuite, voilà, il y aura les discussions et vous aurez aussi l'opportunité de contribuer. Donc, la définition de crise, si on se base sur celle de l'UNESCO IIEP, c'est un événement ou des circonstances représentant une menace critique pour la sécurité et le bien-être d'une communauté ou d'autres groupes de personnes. On est en crise lors d'un conflit, de catastrophes naturelles, d'urgence de santé publique, de situations de violence et dans les cas de déplacements forcés internes ou déplacements forcés comme la situation des réfugiés. Je vais vous demander d'observer votre écran et de regarder les différents types de crises. Donc, vous avez sur la gauche les différents types de développement des crises. Développement rapide, développement lent. Alors, on peut dire développement ou déclenchement. Et après, c'est coupé en deux. Vous avez les origines naturelles et vous avez les origines dites humaines, créées par l'homme. Et puis après, sur la partie droite, vous avez des types de crises. Donc, vous avez attaque terroriste, sécheresse, tremblement de terre, volcan, guerre, cyclone, épidémie, famine, inondation, déversement de produits chimiques, marée noire, crash d'avion et troubles civils. Je voulais vous présenter ceci pour comprendre d'autant plus la notion de crise et le fait que les différents types de crise n'ont pas la même vitesse de développement et que selon le type de crise, il faut toujours s'adapter. Donc, travailler la prévention, la préparation, la réponse, l'intervention, puis passer au relèvement et le post-crise. Donc,
Je ne vais pas vous faire travailler là, mais voilà, vous avez donc ce schéma qui n'est pas complété. Et là, si on devait les catégoriser un peu grossièrement, ça donnerait ça. En développement rapide d'origine naturelle, on aurait les tremblements de terre, les volcans, les inondations. Et en développement rapide d'origine humaine, déversement de produits chimiques, marée noire, attaques terroristes, crash d'avions. Développement lent, déclenchement lent, les cyclones, les sécheresses en tant qu'origine naturelle. Et développement lent au niveau origine humaine, les guerres et les troubles civils. Et on se retrouve avec un peu un cluster au milieu de épidémies, familles, conflits qui en fait peuvent appartenir à toutes les catégories. Donc l'idée, c'est d'essayer de comprendre le plus rapidement possible le type de crise dans laquelle on est, ou bien même à l'avance, prévenir le type de crise dans lesquelles on peut se retrouver. Et c'est envisager les partenariats adéquats et les collaborations avec les gouvernements, les ministères, les organisations pertinentes selon les besoins, selon le type de crise. Donc, dans les types de crise, il y a l'urgence et on est là pour parler de l'éducation en situation de crise, l'éducation en situation d'urgence. C'est quoi? Donc, c'est le fait ça fait référence à des possibilités d'apprentissage de qualité pour tous les âges dans des situations de crise, donc ce que l'on vient de voir, y compris le développement de la petite enfance, l'enseignement primaire, le secondaire, l'enseignement non formel, technique et professionnel, et l'enseignement supérieur et l'éducation des adultes. C'est pas uniquement basé sur l'enseignement primaire de base. C'est vraiment voilà, sur les différents niveaux et jusqu'à l'éducation pour adultes. Je ne rentre pas dans les détails de l'éducation accélérée, etc. Après, s'il y a des questions là-dessus ou s'il y a des besoins d'en savoir plus, vous pouvez toujours me contacter. Donc, l'éducation est essentielle dans les situations d'urgence car elle offre une protection physique, psychosociale et cognitive qui peut maintenir et sauver des vies. Donc, c'est ce que l'on va voir maintenant, que l'éducation est toujours un droit humain, même en situation de crise. On a des instruments juridiques et des textes de loi pour soutenir le droit à l'éducation gratuite et pour tous, basé sur la Convention des droits de l'enfant. Et donc voilà, j'ai les constitutions régionales, les conventions nationales, les lois et les politiques. Et le point commun de tous ces instruments juridiques, c'est qu'ils doivent être appliqués, suivis même en situation de crise, parce qu'ils sont là pour garantir ou pour aller vers le droit de vivre avec dignité à tout moment de la crise. Donc l'éducation, en fait, va aider à ça, à vivre avec dignité malgré les circonstances et la situation dans laquelle on se trouve. Quand on a préparé cette session, des collègues avaient parlé de ça, de l'éducation en situation d'urgence dès le premier jour. Comment c'est faisable? Alors moi, j'ai envie de répondre par une autre question. Est-ce que c'est vraiment réaliste, l'éducation en situation d'urgence dès le premier jour? Est-ce que c'est réaliste? Alors, je pense que oui. C'est ambitieux, très ambitieux. Toutefois, c'est possible. C'est possible selon le contexte. Et la priorité dans tout contexte de crise, c'est de s'assurer que la situation sécuritaire le permet. C'est pour ça que c'est très ambitieux de dire éducation en situation d'urgence dès le premier jour, parce que la situation sécuritaire peut ne pas le permettre. On peut être sous des tirs ou des bombes et ça, on est totalement bloqué et c'est pas du tout possible. Par contre, il y a des alternatives. On peut se baser, s'orienter vers la participation communautaire et voir qu'il y a des comités de parents qui vont s'organiser pour permettre l'accès à un type d'éducation, peut-être de manière informelle, mais en tous les cas, il y aura un accompagnement des enfants et c'est ça qui est important. Et puis, on a vu
grâce à la pandémie, que les nouvelles technologies pouvaient aussi aider. Alors, je sais que c'est une grosse thématique, l'accès aux technologies, parce qu'il y a cette... pardon. Des fois, le désert technologique, je suis désolée, j'ai pas le bon mot. Enfin, on n'a pas tous accès de la même façon aux technologies, mais c'est là pour nous aider et faire en sorte que dès le premier jour, on puisse avoir accès d'une façon ou d'une autre à un contenu éducatif, mais au-delà du contenu éducatif, ce dont je vous parlais avant, l'accompagnement. Le fait d'avoir une personne de référence pour soutenir au niveau psychosocial les apprenants. Donc, pensons à la prévention. Comment faire pour que ce soit possible dès le premier jour? Il faut s'organiser. Et voilà, donc créer des plans de contingence. Comment on fait ça? Pardon, pourquoi c'est important? Parce que l'éducation permet d'accéder à un espace, alors ça peut être un espace physique comme un espace virtuel, du coup, qui donne accès à des encadrants, à des adultes ou à des personnes de référence qui vont vous permettre une certaine protection physique ou psychosociale. Vous allez être dans un endroit peut-être, et on espère, sécurisé. Ces encadrants pourront orienter les apprenants voilà, vers des dépistages médicaux ou des attentions spécialisées au niveau psychologique ou médical, donc pour les soins et l'attention. Ça permet aussi l'accès à des connaissances via l'information et des outils qui peuvent sauver la vie. Alors, quand on dit outils pour sauver la vie, ce n'est pas forcément des outils physiques et matériaux, mais des ressources, des capacités de réflexion, des compétences pour trouver des solutions et mieux réagir face à l'adversité. Donc, voilà, les compétences en matière de résolution de problèmes. Aussi, ça permet de développer un sens critique et accéder à la justice sociale, pouvoir défendre ses intérêts grâce aux connaissances que l'on aura acquises et du coup vivre avec dignité. On pense que tout ce parapluie que permet l'éducation en situation d'urgence va donc réduire les impacts négatifs au niveau psychosocial pour l'intérêt supérieur de l'apprenant. Et que grâce à tous ces éléments, on ira vers une cohésion sociale, un équilibre social qui restaurera ou ira vers une stabilité économique et politique. Sans oublier que ce parapluie de l'éducation en situation d'urgence met les apprenants et les encadrants en contact avec d'autres secteurs. Donc là, j'en ai mentionné, c'est ceux qui ressortent le plus dans les travaux de l'INE, le genre, le handicap, la protection, la santé mentale et le soutien psychosocial, la réduction des risques de catastrophe, l'éducation sensible au conflit, extrêmement important pour la cohésion sociale, l'éducation sensible au conflit et la crise climatique. Donc, comment on peut soutenir l'éducation en situation d'urgence? Comment c'est fait concrètement? C'est fait grâce à vous, à vos travaux, à vos activités, donc la communauté de l'éducation en situation d'urgence. Grâce au soutien des gouvernements, on voit que de plus en plus, il y a une meilleure compréhension et ça mène à voilà, des financements comme la contribution de la France à Education Cannot Wait. Et donc le réseau Interagence pour l'éducation en situation d'urgence, nous, on a développé et on est en train de les actualiser des normes minimales pour guider les acteurs de l'éducation en situation d'urgence. Évidemment, cette liste n'est pas exhaustive. Et avant de conclure, je vais vous dire deux mots très courts. Je ne vais pas lire ce qu'il y a sur la diapo pour ceux qui connaissent déjà l'INE. L'INE, on est là pour mener une action collective, vraiment travailler directement avec vous, collaborer avec vous pour avancer vers l'accès à l'éducation de qualité, un accès sûr, un accès pertinent et avoir un impact positif et collectif. Donc, ça, c'est notre mission. Notre site web
Et on est là, donc on est là pour rassembler des acteurs, on est là pour partager des informations et des connaissances. C'est pour ça que je vous ai mis la photo de la page web. On a des recueils et des collections thématiques. On travaille aussi sur le développement des capacités, le plaidoyer, et on est là pour le soutien technique. Donc, voilà un peu le panorama de l'éducation en crise, l'éducation en situation d'urgence, mais on n'a pas encore parlé des enjeux et des challenges, et des défis, pardon. Donc, les enjeux et les défis, j'ai essayé de les regrouper sous des grands titres. Donc, il y a la multiplication, la diversification, la prolongation des crises. Et ces crises, en plus de ça, ont la complexité d'être multicrises. Donc, c'est très difficile de savoir ce qu'il faut cibler, ce qu'il faut mettre en priorité. Est-ce qu'on va prioriser une région géographique ou une thématique? Ça devient très compliqué pour nous, acteurs de l'éducation en situation d'urgence. L'éducation est de plus en plus attaquée de façon délibérée. Et on travaille en partenariat avec la Coalition mondiale pour la protection des écoles des attaques, JCPEA. C'est vraiment la thématique, j'ai envie de dire, du moment dans la communauté de langue française de l'INE. On a des ressources, on a un enregistrement de table ronde et une liste très actualisée de documents et ressources, outils si vous êtes intéressés. Un autre enjeu et défi, c'est le manque de compréhension des crises. On n'a peut-être pas toujours l'impression qu'on vit dans un contexte de crise. Et ensuite, ça peut mener à des manques de financement. Enfin, je ne dis pas que c'est une cause et la conséquence nécessairement, mais le manque de compréhension peut aussi entraîner le manque de financement ou d'engagement ou la volonté de travailler en situation d'urgence. J'ai une dernière diapositive qui pourrait présenter des solutions et des stratégies. Je ne vais pas la mettre maintenant. On en parlera quand on pourra tous prendre part à la conversation. Ma présentation s'arrête ici. Je vous remercie. Et je suis toujours disponible pour discuter avec vous des travaux que l'on fait et de l'éducation en situation d'urgence. Je vous remercie d'avoir été attentif et je te repasse la parole, Louise. Merci beaucoup, Emeline. Déjà, est-ce qu'il y aurait des questions, parce qu'on avait prévu un petit temps de questions sur la présentation d'Emeline ou des réactions en fonction de sa présentation. Farah, j'ai vu que tu avais mis un petit commentaire. Est-ce que tu veux le partager au groupe? Oui, bonjour. Pardon, le cadrage n'est jamais le bon. Bonjour à tout le monde. Oui, c'était juste une petite réflexion. J'ai beaucoup aimé ta question, Emeline, sur le est-ce réaliste? C'est essentiel. Je pense que la situation sécuritaire est problématique dans toute réponse humanitaire, quelle qu'elle soit, hein. Je veux dire que ce soit pour des services d'eau, assainissement, sécurité alimentaire, à partir du moment où l'accès est difficile, le débat de l'accès humanitaire est là, et de réagir en disant, et je suis d'accord avec toi dans les solutions, c'est parce qu'il y a des prépositionnements qui existent dans d'autres domaines. On a des intrants avec des kits qui existent pour la sécurité alimentaire et l'enjeu, c'est de renforcer, alors spécifiquement dans les réponses humanitaires, les mécanismes de réponse rapide. Et donc de s'assurer que l'éducation, et c'est pour ça que je pense aujourd'hui, ça va être très intéressant d'échanger sur les solutions et de rappeler, comme tu l'as très très bien fait au tout début, que c'est un droit fondamental et que c'est essentiel parce qu'il y a un retour entre guillemets sur investissement à moyen et long terme. Et c'est pour ça que idéalement, il faut que ce soit fait dès le premier jour de la crise pour ne pas avoir un délai de latence où il n'y a strictement aucune éducation. J'utilise souvent cet exemple, mais je pense qu'il est assez révélateur. Quand il y a eu la crise du Covid, personne s'est posé la question s'il fallait reprendre tout de suite l'école ou pas. On a tout fait pour que l'éducation ne soit pas interrompue. Et je pense que c'est la même chose dans les crises de conflits humanitaires, quelle qu'elle soit dans la typologie des crises que tu as développées. Voilà, c'était juste pour réagir. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ta présentation, Émilie. Merci à toi, Farah. Et oui, hier, justement, on a eu une discussion, un webinaire sur les mécanismes de réponse en éducation rapide.
Et le focus aussi des projets qui étaient présentés, c'était Mali, Niger et Burkina Faso. C'était ça, c'était la prise en charge au niveau psychosocial avant même de regarder les apprentissages. Donc, et c'était même, c'est ce qu'il disait, c'est que c'était mis en place avec des kits, des packs, en fait, pour, comment dire, stabiliser émotionnellement les enfants avant même les résultats des évaluations. Donc, ouais, c'est un très bon point. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, questions? On passe à la partie suivante. N'hésitez pas à prendre la parole parce que je ne vois pas tout le monde dans le Zoom. Ok, bah, s'il n'y a pas de questions ou de réactions, on va passer à la partie suivante, donc, qui va être animée par Michel Perrault de Plan International, membre de la Coalition Éducation, et par moi en appui technique. On a pensé cette partie pour qu'elle soit vraiment participative. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un Jamboard pour appuyer la présentation de Michel. Donc, je vais vous mettre le lien dans le chat. En fait, en copile des champions, on a essayé de réfléchir à des problématiques qu'on pourrait aborder dans les sessions suivantes, qui n'ont pas forcément été abordées jusqu'à présent, ou alors sur lesquelles on a un peu un manque de ressources et de contenu. Donc, c'est des problématiques, c'est pas une liste exhaustive. On vous invite vraiment à la compléter selon vos envies. Donc, je vais vous mettre, soit vous pouvez le faire dans le chat, soit directement sur le Jamboard que je vais vous partager. Et du coup, Michel, je ne te vois pas sur mon écran, mais tu peux y aller. Merci beaucoup, Louise. J'espère que vous m'entendez bien. Oui. Ouais. Bonjour à toutes et tous. Donc, comme Louise l'a dit, on entame notre session consacrée à un échange sur les thématiques qu'on aimerait voir traitées dans les 2 prochaines sessions des champions de l'éducation. Donc sous une forme participative avec le Jamboard, étant entendu qu'on ne va pas partir de rien, mais de quelques propositions que le comité de pilotage a commencé à identifier. Donc comité de pilotage composé de membres de l'Agence française de développement, du ministère et de la coalition. Mais c'est vraiment pour vous permettre de réagir et aussi de compléter autant que vous le souhaiterez. Étant entendu qu'on est sur un format un peu on fera un sondage un peu en ligne une fois qu'on vous aura présenté ces différentes premières pistes pour sonder votre intérêt plus prononcé pour une thématique ou pour une autre, sachant qu'on vous demande d'avoir bien en tête non pas le fait de pointer des thématiques importantes, parce qu'elles le sont potentiellement toutes, mais surtout celles pour lesquelles on a peut-être le moins encore de ressources, sachant que le comité de pilotage s'engage de son côté à centraliser et rediffuser toutes les ressources qui seraient déjà disponibles. Donc, pour rappel d'ailleurs, la coalition éducation avait réalisé pour le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères une fiche sur l'éducation en situation d'urgence avec déjà un certain nombre de ressources, d'exemples de projets, de bibliographies et autres. Donc l'idée n'est pas de se redire des choses qu'on sait déjà potentiellement, mais vraiment d'utiliser nos 2 prochaines sessions pour aller creuser des thématiques sur lesquelles on se pose réellement encore beaucoup de questions et sur lesquelles donc des échanges seraient particulièrement pertinentes. Voilà. Donc ceci étant dit, donc on avait identifié donc 7 thématiques qu'on va vous présenter petit à petit. Donc là, je laisse Louise nous partager la première à l'écran. Attends, je l'écris en... Tadam! Attends, faut que je l'écrive moi du coup. Bon, pendant que tu l'écris, je peux quand même vous la partager. Donc, c'est cette fameuse question du nexus humanitaire développement
dans l'éducation, donc qui est un vaste sujet et qui pose entre autres donc la question d'une meilleure articulation entre un traitement immédiat de la crise jusqu'à l'appui à des politiques publiques plus efficientes. Ça pose aussi la question de la bonne coordination entre l'ensemble des acteurs. Donc, quels sont les moyens, les acteurs à mobiliser pour mieux réussir cette articulation? Donc, c'est un sujet assez vaste, mais qui est une première piste possible. Donc, on vous invitera tout à l'heure à manifester votre intérêt ou à éventuellement préciser ce qui, pour vous, dans cette thématique, serait important d'aller creuser plus précisément, hein, parce que pour ne pas se redire des choses qu'on sait potentiellement déjà. Alors, notre deuxième sujet, qui, alors lui, peut en englober beaucoup d'autres, c'est celui de l'intersectionnalité dans l'éducation en situation de crise. Tout à l'heure, Emeline a justement évoqué tous les différents enjeux que ça peut recouvrir, comme celui du genre dans les situations de crise, mais également le handicap, la question de l'éducation sensible au conflit, le soutien psychosocial, donc, et j'en passe, mais c'est cette question plus large hein, de comment traiter l'intersectionnalité dans l'éducation en situation de crise, sachant que les enjeux genre avaient été particulièrement soulignés dans notre comité de pilotage, mais encore une fois, l'intersectionnalité ne se limite pas à cette question, bien sûr. Un troisième sujet, c'est l'éducation comme une des composantes des safe spaces dès la petite enfance. Donc, je ne sais pas si cette notion de safe spaces parle à tout le monde. C'est vraiment la notion d'un accueil donc, dès les premiers jours, en fait, pour la petite enfance qui permettent de répondre non seulement à des besoins éducatifs, mais bien au-delà, comme cela a été dit, hein, dans cette notion de soutien psychosocial, de santé, de sécurité, et j'en passe. Donc, c'est un domaine qui nous semblait encore relativement peu exploré, mais encore une fois, voilà, il existe des ressources, peut-être qu'on gagnerait à les explorer davantage, à voir. Une quatrième thématique, alors c'est l'éducation pour les personnes déplacées. Je fais juste le rappel qu'elle a été traitée déjà lors d'un champion de l'éducation. Donc pareil, on ne part pas de rien, mais le sujet est en soi tellement immense qu'on peut toujours s'y repencher. Et là encore, peut-être identifier des sous-sujets qui mériteraient une attention particulière. Un cinquième sujet, lui aussi très vaste, parce qu'on peut y mettre beaucoup de choses, c'est la continuité éducative en contexte de crise, donc avec tous les S à crise que l'on sait. Donc ça peut concerner donc la gestion des catastrophes naturelles, ça peut être celle des crises climatiques, donc sur des temps plus longs, ça peut être aussi les crises sanitaires. Enfin, tout à l'heure, Emeline a très bien dressé un peu la typologie de toutes ces crises, mais qui continue à poser cette question de continuité éducative. Donc, sous quel angle on souhaiterait l'interroger? Donc, on avait préidentifié en particulier la question de la prévention et de la gestion des catastrophes climatiques. Ça, c'était une sous-thématique préidentifiée. Je laisse le temps à Alice de... Ouais. C'est bon. C'est bon? Ouais. Ok. Un autre sujet très important, c'est la mise en œuvre de la déclaration sur la sécurité des écoles, la Safe School Declaration,
qui pose la question de sa mise en œuvre, notamment dans des contextes particulièrement de crise. Comment on assure dans ces cas-là notamment une bonne coordination interministérielle pour sa mise en œuvre. Donc il existe quelques bonnes pratiques au Sahel, par exemple, mais voilà, comment est-ce que cette question de l'application de cette déclaration est traitée. Et le septième sujet également très important, qu'on a identifié, c'est celle pour le dire rapidement, des jeunesses actrices en contexte de crise. On a un moment évoqué l'importance de l'éducation sensible au conflit, ou dite aussi à la résolution de conflits, ou l'éducation à la citoyenneté, qui est une condition pour que les jeunesses puissent jouer pleinement leur rôle dans ces contextes de crise, mais pas la seule condition. Il y a aussi beaucoup d'autres aspects à prendre en compte, et souvent on présente les jeunes comme des victimes de ces crises, mais elles agissent énormément et en lien souvent avec les autorités locales ou nationales. Donc il serait intéressant de creuser également cet aspect-là. Voilà, donc comme vous voyez, les thématiques sont encore relativement larges, telles qu'on les a esquissées. Donc maintenant, l'idée que vous puissiez, à l'aide du Jamboard, ou si vous avez des difficultés à l'utiliser, que vous puissiez préciser voilà, dans la chatbox, éventuellement des thématiques que vous considérez importantes d'aborder qui n'ont pas été là nommées, ou si vous voyez des sous-thématiques intéressantes parmi les 7 que je vous ai présentés. Peut-être Louis, je te laisse préciser l'utilisation du Jamboard. Non, c'est vraiment simple, hein. Vous pouvez cliquer là sur le pense-bête, vous tapez et il apparaîtra sur l'écran et ensuite vous pouvez le déplacer. Ou sinon, vous pouvez aussi prendre la parole et moi je le rajoute. Enfin, on a vraiment voulu que ça soit participatif, donc n'hésitez pas. Qui souhaite réagir? Ou si vos organisations travaillent déjà sur une de ces thématiques et souhaitent partager un peu aussi son expérience. Bonjour, c'est Pascal Kwame de Solidarité Laïque. Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui, ou peut-être aussi des thématiques qui nous semblent importantes, sur lesquelles on ne travaille pas du tout, mais qu'on a constaté, nous, dans la mise en œuvre de certains de nos programmes, comme par exemple la protection des acteurs qui travaillent dans ces différents programmes, qui n'est pas suffisamment prise en compte dans les différents contenus qu'on a eu à voir aujourd'hui. Donc la protection plutôt des acteurs de l'éducation dans des contextes d'éducation en situation d'urgence. Ok. Vas-y, Farah. En fait, c'est une question, ce qui vient d'être dit. Merci beaucoup, hein. Je suis juste curieuse si la protection des acteurs de l'éducation est en lien justement avec les attaques sur l'éducation au sens large. Parce qu'on a mentionné, et merci encore Michel pour la présentation des problématiques, les attaques sur éducation avec la Safe School, donc la déclaration sur la sécurité dans les écoles inclut le personnel éducatif. C'est pas juste les infrastructures, donc on peut peut-être faire les liens aussi avec ça. Bon, bien sûr, c'est pas en silo, mais je pense que ça serait intéressant de voir si les programmes, parce que c'est ça qui est intéressant, je pense aussi dans cette conversation, c'est que c'est un outil juridique, une déclaration, mais il y a des programmes mis en œuvre éventuellement qui peuvent exister pour protéger des acteurs et actrices éducatifs au sens large. Donc, voilà, c'est juste un commentaire à ce stade. Ouais, merci Farah, parce que je me faisais aussi cette réflexion du lien avec la mise en œuvre de la Safe School, mais je voulais demander à Pascal si justement, quand il parle des acteurs de l'éducation, il pensait à certains acteurs en particulier.
Est-ce que ça englobe les acteurs de l'humanitaire ou est-ce que là, on fait uniquement Oui, référence à la communauté éducative? c'est les deux. C'est non seulement la communauté éducative, mais aussi toutes les personnes qui sont engagées dans la mise en œuvre des programmes eux-mêmes. Là, quand je parlais, je pensais un peu plus à la situation d'Haïti, où on n'a pas des acteurs, des attaques, on va dire, directes sur les écoles, mais on constate une forme d'épuisement, on va dire, d'attaque latente, en fait, sur même la santé des personnes qui interviennent, qui ne sont pas suffisamment prises en compte dans la mise en œuvre de ces différents programmes-là. Ok, merci beaucoup pour la précision. Effectivement, ce contexte que tu rappelles là d'Haïti il y a quelques années, il y avait un épuisement psychosocial de toutes les équipes qui intervenaient, y compris donc du côté ONG. Donc je pense que c'est vrai que c'est une question qui est peu souvent abordée. Je crois qu'il y avait d'autres mains levées et que je ne vois plus là. Oui. Qui souhaite intervenir de vive voix ou en prenant un petit post-it virtuel? Maïna, si vous voulez intervenir. Farah, ta main est encore levée. Tu souhaitais reprendre la parole? Je peux combler le silence, sinon laisser Oui. la main, il n'y a pas du tout. Je vois pas de... Sinon, peut-être la personne qui a écrit financement... Ouais, pas de souci. Oui, Oui. je voudrais participer si c'est possible. Oui, bien sûr. Vas-y, Almudena. Vas-y. Almus Save the Children. Dans la prévention des risques de catastrophes, pour moi, c'est important inclure les actions anticipatoires, anticipatory action. Désolé, mon français, ce n'est pas très bon. Et aussi reconnaître le rôle que l'éducation peut jouer dans l'éducation anticipative aussi, en contribuant à réduire l'impact des crises. Alors, juste pour être sûr qu'on comprend éducation anticipatrice, est-ce que quelqu'un connaît... Est-ce que ça a à voir avec la prévention? Oui. Oui, hein? Et c'est en priorité pour ECHO pour cette année. Donc, je pense que ce sera important d'aborder cette thématique pour les ONG. Ok. Donc, c'est plutôt dans la continuité éducative. Ça pourrait être une sous-thématique. Ou... Oui, oui. un sous-thématique, parfait. Ok. Merci. Okay. Donc, on le lit à la continuité éducative en contexte de crise dans un volet prévention également. Je vois qu'il y a le M qui a la main levée. Oui. Oui, merci. On a essayé de mettre sur la tablette, c'est pas évident. Simplement, un volet aussi peut-être sur la coordination de l'ensemble des acteurs. On a parlé de la dimension intersectorielle, mais concrètement, comment on fait pour faire en sorte que tous les acteurs soient autour de la table pour mettre en œuvre des solutions pertinentes, efficaces, prenant en compte tous les enjeux dont on parle là. Merci Sarah. Est-ce qu'on ne lirait pas ça justement au premier sujet du Nexus? Oui, ça me semble correspondre effectivement. Ok. Merci. Je vois que Philippe a la main levée. Oui, dans la lignée de ce que vient de dire Sarah, j'aurais une question à Pascal. Si Pascal, tu es toujours avec nous, tu as parlé d'Haïti, donc avec effectivement les difficultés que vous rencontrez sur la sécurité des personnels. Est-ce qu'il y a une coordination sur place entre les acteurs, notamment avec les autres OSC, sur ces enjeux de sécurité à la fois des personnels et des acteurs éducatifs? Je peux répondre directement? Oui. Rapidement, parce qu'il ne faut pas qu'on démarre un autre sujet. Oui, bien sûr, Philippe, il y a une plateforme qui est mise en place, il y a des alertes qui sont
qui sont mises en place pour la question sécuritaire. Hein. Mais ce que moi j'abordais, c'était juste cette fatigue intrinsèque, l'épuisement psychologique, voilà, c'est toute cette lourdeur de contexte-là qui n'est pas suffisamment prise en compte. On est beaucoup plus axé sur, on va dire, les cibles, mais en même temps, toutes les personnes qui sont en fait, qui font rouler la machine ne sont pas suffisamment prises en compte dans la façon dont on écrit, on pense les différents programmes. Donc, c'est pour ça que je tenais à le préciser. Sinon, effectivement, il y a une plateforme de sécurité qui est mise en place là-bas. Merci beaucoup pour les précisions, Pascal. Je vois que Natacha a la main levée de Asmaï. Oui, non, moi c'était peut-être par rapport au post-it sur l'éducation comme une des composantes des safe space dès la petite enfance. C'était peut-être le lien avec la protection en fait, parce que c'est vrai que vous l'avez mentionné aussi sur ben voilà, la sécurité émotionnelle aussi avant même l'apprentissage. Voilà, peut-être. Après, je sais qu'il y a aussi le côté PSU, enfin protection en situation d'urgence, mais peut-être ça sort de l'ESU, mais voilà, enfin, moi, c'était faire le lien avec ces enjeux de protection, éducation qui me semblent quand même super liés dans ces contextes. Oui, tout à fait. Ben, c'est bien noté. Ça fait partie effectivement de l'approche Safe Spaces, hein, cette notion de sécurité émotionnelle. Farah, je vois toujours ta main levée. Oui, très rapidement, en réaction à ce qui a été dit, je me permets, Emeline, de faire écho à ce que tu as mis dans le chat box, le CSSF, donc le cadre global sur la sécurité scolaire, qui est un excellent outil dans la continuité éducative, y compris dans la prévention et l'anticipation, parce que ça travaille à différents niveaux, donc les politiques éducatives sur les infrastructures scolaires, notamment dans les situations de risque climatique, mais pas que. Donc je pense que c'est un outil qui peut être intéressant aussi à discuter, notamment sur ce qu'on appelle l'action anticipatoire, qui, en fait, c'est prévenir les risques, les anticiper pour pouvoir adapter l'éducation au sens large du terme et réduire à minima l'impact. Très bon point sur la coordination. Je rajouterais, alors, à plusieurs égards, il y a la coordination en termes de nexus entre humanitaire et développement, notamment pour éducation. On ne peut pas faire de l'éducation en solution d'urgence sans penser à long terme, et à l'inverse, on ne peut pas laisser un blanc et ne venir que 3 mois ou 6 mois plus tard pour avoir une réponse éducative. Il y a aussi le multisectoriel, donc on parle de protection. Les acteurs éducatifs, hein, la protection ne peut pas être indépendante de l'éducation. Ça doit se faire ensemble pour qu'il y ait un environnement sûr d'apprentissage sur les questions de genre, sur les questions de santé mentale, sur les systèmes de référencement, en lien avec d'autres acteurs multisectoriels. Donc je ne sais pas où on le mettrait dans la coordination, mais c'est pas juste dans le nexus à mes yeux, c'est vraiment aussi dans la réponse terrain. Et on en parlait tout à l'heure du mécanisme de réponse rapide. L'éducation n'est pas priorisée parce qu'il faut aussi faire ce travail, entre guillemets, de plaidoyer vis-à-vis des acteurs humanitaires qui ne font pas nécessairement de l'éducation. Non pas qu'il y en ait tant que ça, mais voilà, c'était juste pour ajouter là-dessus. Et la déclaration sur la sécurité des écoles, juste pour préciser que SAVE à des exemples de bonnes pratiques. Je ne les développerai pas ici, mais les plateformes en question, c'est des plateformes de coordination régionale qui ont été mises en place au Sahel avec des mesures au niveau national, au niveau du Mali, du Burkina, notamment avec l'adoption de législation, le travail avec les secteurs dans la coordination du cluster éducation, etc., pour s'assurer que l'enjeu de la protection de l'éducation au sens large est intégré au niveau national. Et ça se fait avec ce que Emeline a mentionné tout à l'heure, le réseau mondial, donc le partenariat mondial pour la protection des écoles contre les attaques. Voilà. Merci Farah pour tes précisions. On peut prendre encore deux questions, commentaires, réactions, comme vous voulez, avant de passer à notre petit sondage en ligne. Je vois Emmanuel qui a la main levée. Oui, merci Michel. Merci à tous pour la qualité de ces présentations. Donc, en fait, moi, je veux apporter un petit pense-bête complémentaire au sujet de l'importance, évidemment, de la coordination avec les ministères de l'Éducation qui se trouvent en situation de gestion des crises. Voilà, ça paraît être une évidence, mais c'est vrai que voilà, à la fois dans les services centraux des ministères des pays concernés, mais aussi, bien sûr, les services déconcentrés dans les pays en situation de crise.
de telle sorte aussi que les interventions extérieures s'inscrivent dans un contexte, le contexte local dont les autorités éducatives en général ont pleine connaissance, ainsi que définition des priorités. En fait, j'ai à l'esprit, par exemple, euh, la question des priorités de financement, c'est-à-dire est-ce qu'on intervient prioritairement pour construire des structures en dur ou bien est-ce qu'on s'inscrit, on flèche les financements dont on dispose sur notamment la formation initiale et continue des enseignants lorsqu'il s'agit par exemple pour une organisation d'intervenir dans un contexte où les enseignants locaux ne sont pas formés. Quelles vont être les priorités définies par l'organisation d'un commun accord avec donc le ministère de l'Éducation locale. Voilà, c'est une évidence, mais je vais apporter ce petit pense-bête. Merci beaucoup, Emmanuel. Non, je Merci pense à pas que tous. c'était une évidence. Je pense que c'est important de zoomer aussi sur cet enjeu-là. Ça rejoint un peu les enjeux de coordination de l'ensemble des acteurs, le multisectoriel, le nexus. Hein, tous ces enjeux sont liés et avec vraiment la question de la temporalité et des moyens qu'on apporte, y compris dans les priorités qu'on dessine. Donc en termes de financement notamment. Donc, merci pour la précision. Almudena, est-ce que Merci, Michel. vous souhaitiez rajouter quelque chose? Oui, et pour l'éducation pour les personnes déplacées, je pense qu'il serait intéressant de parler des enfants en mouvement, et Children on the Move, par exemple dans la région d'Amérique centrale, avec la crise de Panama et de Darien. Merci. Ok. Merci, Almudena. C'est noté. Je pense, par rapport au temps qu'on s'était donné, Louise, qu'il faudrait qu'on passe Ouais. peut-être à notre petit sondage en ligne, donc qui, je le précise pour qu'il n'y ait pas de frustration par la suite, n'est pas un vote, mais plutôt voilà, pour juste prendre la température aujourd'hui des sujets qui potentiellement retiennent le plus l'intérêt et pouvoir ensuite en rediscuter en comité de pilotage. Donc, oui, je te laisse Ouais. expliquer comment ça se Alors, déroule. je suis juste en train de rajouter Donc, je vais pas tout rajouter, ce qu'on a rajouté à chaque petit paquet, mais ayez en tête que, c'est quand on aura en tête la mise en œuvre si vous votez, si vous sondez la mise en œuvre de la déclaration sur la sécurité des écoles, on aura bien en tête ce sous-thématique de la protection des acteurs, etc. Je vais juste pas les rajouter parce que sinon ça va être un peu compliqué. Je rajoute juste la thématique sur le financement et mise en œuvre des programmes d'éducation en zone non étatique. Voilà. Donc l'idée, c'est que c'est un sondage multi-choix. Donc on vous demande de vous limiter à 2 choix pour pas trop non plus fausser, même si c'est dur de se limiter à 2 choix parce que toutes ces thématiques sont essentielles et très intéressantes. Donc voilà, normalement j'ai tout rajouté. Je vais lancer le sondage. Dites-moi si c'est bon. Vous avez reçu, vous pouvez voter. Je crois que oui, en tout cas, ça apparaît à l'écran. N'hésitez pas, je vous laisse quelques minutes pour... Si jamais vous avez un souci pour voter, vous pouvez mettre dans la chat Oui, box bien sûr. aussi pour Louise.
Là, il y a une personne qui n'arrive pas à voter, Marie Mitterrand. Donc, n'hésitez pas à indiquer vos préférences dans la chat box. Oui, Marie, vous pouvez juste mettre la thématique qui vous intéresse et puis je le prendrai en compte dans les résultats finaux. C'est ça. Je me demande si c'est pas un petit garçon, mais je suis pas sûre. Ou elle a déjà un petit garçon? Oui, c'est ça. Oui, bah. Fanny, vous avez votre micro ouvert. Je ne sais pas comment le couper. J'ai perdu la. Voilà, participant. Alors, je vois qu'on est à 95% de participation. Il manque 2 personnes encore. Je vais laisser encore quelques secondes. Ok, Marie, c'est bien noté pour vous. Est-ce que vous avez besoin d'encore un peu de temps ou je mets fin au sondage? Grace, Oui. j'ai vu ton post-it, je ne le vois pas. Si, c'est le vert, c'est pour moi. Ah, je t'ai mis en vert. Ok, ok. Ok, si c'est bon pour tout le monde, je vais mettre fin au sondage. Pas d'objection. J'avais limité à 2 choix. Je ne sais pas si vous allez avoir une question chat. Et de toute façon, comme on l'a dit, ça reste un peu pour sonder vos préférences, pardon, mais il y aura un arbitrage en copie en fonction du livrable attendu, des formats aussi qu'on souhaite mettre en place pour les prochaines sessions. Alors du coup, je vais mettre fin au sondage et je peux vous partager les résultats. Alors à 44%, on a le nexus humanitaire avec les sous-thématiques auxquelles on a pensé. L'éducation pour les personnes pardon, les personnes déplacées aussi en 2e position. On a aussi l'éducation comme une des composantes des safe schools. Enfin voilà, de toute façon, vous aurez, ah oui, voilà, vous pouvez les voir. Vous aurez les résultats et hop, il y aura un arbitrage en copie et on reviendra vers vous pour les prochaines sessions. Et c'est du coup, on peut passer à la partie suivante. Je vais arrêter le partage de mon écran. Qui est animée par Jeanne Héroldi de Asmae, qui est membre de la coalition. Donc Jeanne, je te laisse prendre la parole et qui du coup va vous présenter un peu les livrables qui existent déjà et quel type de livrables nous on souhaiterait voir ressortir de ce cycle des champions de l'éducation. Jeanne, tu peux y aller. Oui, merci Louise. Alors, je vais partager mon écran. Donc, effectivement, la question qu'on se pose avec ce nouveau format donc, des champions de l'éducation qui nous permet de creuser davantage sur une thématique spécifique, c'est un petit peu qu'est-ce qu'on va en tirer à la fin. Et c'est vrai que on aura 2 sessions de partage d'expérience et une dernière session qui vise plutôt la CAPI, la capitalisation de ce qu'on aurait pu discuter. Donc, la question qu'on voudrait discuter aujourd'hui et peut-être avoir votre avis un petit peu, c'est quel type de livrable on pourrait développer à l'issue de ce cycle des 4 champions sur l'éducation en situation de crise. Alors, sachant que je précise, il n'y a pas de budget additionnel pour ça, donc c'est quelque chose qu'on fera nous. Il ne s'agit pas de se lancer dans une étude ou voilà. Il faut qu'on reste réaliste par rapport à ce qu'on peut faire. Toutefois, voilà, la question du livrable, elle sous-entend aussi de se poser la question de quel est notre objectif avec les champions de l'éducation. Qu'est-ce qu'on voudrait potentiellement avoir comme piste d'action pour la suite? Mais elle aussi sous-entend la question de, voilà, il y a beaucoup de ressources qui existent déjà. J'en ai mis quelques-unes. Alors, c'est pas du tout exhaustif, mais c'était juste pour dire que dès qu'on cherche, il y a beaucoup de choses qui existent. Comment est-ce qu'on peut rester complémentaire? Comment est-ce qu'on peut finalement développer quelque chose qui
qui nous sera propre à la coalition, qui nous sera utile pour la suite. Donc, pour un petit peu brosser le type de ressources qu'on peut trouver, on en a déjà mentionné plusieurs lors des présentations précédentes, donc les normes minimales de l'INE. Donc, on a un certain nombre de documents qui sont des documents normatifs qui donnent des guidelines, qui guident les équipes pour la qualité, pour le renforcement de la qualité des interventions. On a des documents qui sont en lien avec le plaidoyer. Donc, en haut à gauche, vous voyez une note de plaidoyer qui a été récemment publiée par Education Cannot Wait avec ses partenaires NRC, UNHCR et UNICEF, par exemple. Et on va avoir voilà, un ensemble de ressources qui peuvent être beaucoup plus pratico-pratiques, comme j'ai mis par exemple le guide de facilitation, aussi de l'INE sur le bien-être du personnel enseignant en situation d'urgence, qui a été l'objet d'un gros travail, il me semble, hein, notamment qui a donné lieu à des notes d'orientation contextualisées, etc. Et puis, on va trouver des études de cas. Et enfin, il faut absolument le rementionner, par exemple, la fiche thématique qui a été développée par la Coalition Éducation. Voilà, c'est aussi un exemple de livrable. Ça a été développé dans le cadre des années précédentes avec la Coalition, sur d'autres sujets d'ailleurs. Mais c'est un type de livrable qu'on envisagera peut-être pas, pardon, à ce stade, puisqu'on a déjà développé quelque chose dans ce goût-là. Mais voilà, on a aussi la ressource de Moving Minds Alliance qui promeut l'apprentissage précoce en situation de crise. Donc, les interventions en petite enfance passant souvent à la trappe, en fait. Voilà. Donc, on a vraiment un panorama d'outils, parfois très pratiques, et de notes de plaidoyer qui existent. Je me précise qu'à l'issue des champions, donc on partagera un ensemble de ressources, certainement sur un Google Drive de ressources qu'on aura pu recenser justement. À titre d'information, ça peut toujours être intéressant de se documenter. Voilà, donc ce que je voulais qu'on discute dans un premier temps, on est beaucoup d'organisations autour de la table aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des organisations qui ont développé des documents récemment. Et donc là, je voulais peut-être vous inviter sur un post-it, mentionner le document sur lequel vous auriez pu travailler ou sur lequel vous êtes en train de travailler. Je sais qu'il y a des études qui sont en train d'être réalisées. Il y a notamment une étude avec le groupe Enfance sur l'intégration de l'approche fondée sur les droits de l'enfant en contexte de crise, pour ne mentionner que celle-là. Donc voilà, c'est le même principe que l'utilisation du Jamboard dans la session précédente. Vous avez ici les post-it, pense-bête, et voilà, vous pouvez taper le sujet de la ressource ou du document sur lequel votre organisation travaille. Vous pouvez aussi le noter dans la chat box et je vais les repartager sur le lien. Alors d'ailleurs, je suis en train de me dire que vous n'avez peut-être pas le lien, que je vais mettre tout de C'est suite. bon, Jeanne, je Bon, l'ai mis dans tu l'as la mis? chat box, ouais. D'accord, super. Voilà. Donc la première slide, c'est pour qu'on puisse recenser un petit peu l'existant, notamment au sein des organisations de la coalition éducation. Voilà, donc je vous laisse, je vois que vous êtes tous en train de vous connecter et que vous n'aviez pas le lien précédemment. N'hésitez pas, en mettant votre post-it, à intervenir aussi en expliquant peut-être très succinctement le document auquel vous faites référence. Et ensuite, donc ça, bon voilà, je pense qu'on a 10-15 minutes pour réfléchir un petit peu. Et ensuite, on a 2 slides ici qui nous invitent à nous positionner sur est-ce qu'on souhaite développer quelque chose qui serait plus en lien avec une note de plaidoyer. Donc finalement, pouvoir à l'issue de ce cycle de champions asseoir un positionnement, développer des éléments de langage, un document qui aurait pour objectif d'influencer aussi. Donc ça, c'était la première idée de livrable qu'on avait.
et qui répondrait aussi très, très bien aux objectifs de la coalition éducation, notamment dans le cadre de sa stratégie. Et on pourrait aussi réfléchir à un outil plus d'ordre pédagogique qui pourrait être utilisé par les différents partenaires, membres de la coalition et qui viserait peut-être davantage à renforcer la qualité des interventions. Alors, toujours en ayant à l'idée qu'on a développé cette fiche thématique dans laquelle on a déjà évoqué des bonnes pratiques, dans laquelle on a déjà formulé des recommandations. Donc, l'idée, c'est qu'on essaye de développer quelque chose un peu plus spécifique et évidemment qui répondrait à des objectifs différents. Donc, j'ai mis pour contre. Si vous pensez que ce serait plus intéressant de développer, par exemple, un outil pédagogique, bon, ça peut être une checklist, par exemple, je vous invite, quand c'est pour, à utiliser les pense-bêtes verts. Et si vous avez plutôt des réticences sur un type de livrable, vous pouvez mentionner vos arguments sur un post-it rose. Voilà, comme ça on a un code couleur. Voilà, et puis évidemment, on est là pour discuter. C'est vraiment un premier atelier de cadrage. Donc n'hésitez pas aussi à prendre la parole et à partager votre opinion. Jeanne, on peut aborder les points suivants ou on Ouais. reste sur le livrable à ce stade? Alors, Pardon, oui, sur l'existant, pardon. oui, vous pouvez remplir les slides simultanément, justement, comme ça. Enfin, c'est pour ça que j'ai présenté un petit peu en même temps. C'est vrai qu'on a 15 minutes. Donc, n'hésitez pas, en fonction de vos idées, à les noter, D'accord. sachant qu'on pourra revenir sur la slide qu'est-ce qui existe déjà. Mais c'est vrai que je pense le gros de la discussion, c'est aussi d'essayer de comprendre ce qui nous intéresse, ce qui nous D'accord. serait utile, nous, collectifs, en termes de livrables. Et une petite clarification, le livrable devrait être en lien avec les problématiques dont on a parlé juste avant aussi. Exactement. D'accord. Exactement. Et ça, c'est vrai que du coup, il y a une petite interrogation sur les problématiques pour le moment, même si on a vu les résultats du sondage qui ont orienté déjà un petit peu. Mais tout à fait. Sachant qu'on va avoir 2 sessions donc d'échange, de partage de bonnes pratiques sur une thématique spécifique. Le livrable va en découler quelque part. Donc oui, c'est vrai qu'il y a une petite inconnue à ce niveau-là. Alors, je vois que partage, du coup, alors je vais pas bouger les slides dans tous les sens puisque vous voyez mon écran. Mais donc, du coup, sur les livrables, on a quelque chose qui est en cours chez Partage, qui est donc une capitalisation sur l'approche holistique en réponse à la crise dans le cadre d'un projet au Liban. Ok, c'est tout à fait intéressant. Sachant que le livrable, enfin voilà, pourrait aussi être un outil de capitalisation. Jeanne, moi j'ai juste une petite question. Le livrable, il est vraiment, je l'ai mis dans le post-it, mais c'était plus une observation. Le livrable, il est vraiment destiné aux membres de la coalition éducation. Ça peut pas être un livrable, je sais pas, à destination des acteurs, actrices en éducation. Enfin voilà, c'est vraiment pour les ONG, enfin voilà, les structures membres de la coalition, c'est ça? Pour moi, le livrable, après, le fait est que la coalition enfin, voilà, a beaucoup de membres, notamment de partenaires des Sud, des OSC, etc., de mise en œuvre. Donc, euh, oui, c'est d'abord quelque part à destination des membres, mais c'est quelque chose qui doit pouvoir être utile au plus grand nombre et notamment à tous les acteurs de l'éducation en situation d'urgence. Oui, pour Donc après, c'est là, compléter, c'est vrai qu'on est là, je parle des membres parce qu'on est là autour de la table et que du coup, c'est l'opinion des personnes qui sont présentes qu'on peut écouter. Mais oui, l'idée, c'est que ça puisse servir la cause de l'éducation en situation de crise.
Oui, sachant que pour compléter Jeanne, les champions de l'éducation, ils sont ouverts à tout le monde et non pas seulement aux membres de la coalition. Donc c'est vraiment l'idée, c'est que ça serve au plus grand nombre dans la communauté éducative et au plus grand nombre d'acteurs de l'éducation. Parce que ça peut guider aussi enfin, orienter le type de livrable qu'on Oui, recherche, quoi. complètement. Oui. Et alors, une question du coup sur ça, parce que c'est super important ce qui a été soulevé, juste de me permettre de réagir là-dessus. Est-ce qu'on voudrait pas aussi prêcher hors de notre paroisse pour Si, convaincre? ça Donc, peut. au-delà des membres, et je suis d'accord, du coup, ça change le livrable sur le type d'information. Mm. Parce qu'on l'a dit depuis le début, il s'agit de prioriser l'éducation en situation d'urgence, d'expliquer comment on fait de l'éducation en situation d'urgence, comment on assure la continuité éducative, etc. Donc, euh, comme je réfléchis à ce qu'on pourrait mettre avec ma collègue Almou, mais globalement, je me demandais si... Parce que c'est dommage de ne pas capitaliser sur la fiche qu'on a déjà. Elle est déjà Mm. vachement complète. Et en fonction des problématiques, peut-être faire des petits zooms. Alors, je sais pas sous quel format, mais genre faire un zoom, un numéro spécial en disant sur la fiche thématique éducation en situation d'urgence, extraire en fonction des problématiques qu'on a identifiées et qui seront arbitrées en copile, de dire bah, à quoi ça ressemble de faire de la continuité éducative. Qu'est-ce que le nexus? Donner une petite définition, donner des exemples. Qu'est-ce que l'anticipation dans l'éducation dans le cadre de situations... Je prends ceux qui sont arrivés, j'ai vu en 47%, c'était la continuité éducative, la prévention, Mm. l'utilisation du CSSF, par exemple. Ça, c'est pas une ONG qui l'a fait en particulier, c'est un réseau. Donc, sur le cadre global, sur la sécurité dans les écoles, c'est un acronyme super long. Je suis désolée, à chaque fois, j'oublie les SSS, il y en a trois ou quatre, puis c'est fait avec le GADRES, qui a 2D, 3S, donc je sais plus trop, mais Emeline avait mis la référence, et donc voilà, faire des petits zooms, ou en tout cas des spotlights, je suis désolée, c'est pas du tout francophone, euh, mais oui, d'essayer d'extraire sur la base de ressources qui existent déjà auprès des ONG, comme ça on n'a pas à réinventer la roue, on se Mm. base sur des pratiques qui existent déjà des membres, et expliquer et essayer de faire les liens avec idéalement ce qui se fait dans le secteur plus globalement pour montrer que c'est pas entre guillemets un effort tant que ça supplémentaire d'intégrer l'éducation en situation d'urgence dans la réponse humanitaire. C'est une idée. Oui, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, notamment parce que la fiche thématique, elle brosse de manière finalement assez large la question de l'éducation en situation de crise ou d'urgence, comme on l'avait mis. Et que là, on va travailler sur des thématiques qui sont quand même beaucoup plus précises, beaucoup plus spécifiques. Donc finalement, on pourrait avoir un apport et même un lien un petit peu avec ce premier travail qui avait été réalisé. Ouais, tout à fait. Et du coup, ça pourrait être un peu un double objectif de ce que je comprends, de capitaliser un peu sur, encore une fois, les bonnes pratiques sur notre thématique spécifique, et puis de venir aussi proposer des recommandations, encore une fois, formuler des éléments de langage qu'on puisse réutiliser ensuite dans un plaidoyer. Donc finalement, on pourrait peut-être... On peut mélanger de l'OP et du plaidoyer, ouais, Mm, dire mm, voilà ce qu'il faut faire et sur des retours pratico-pratiques avec des façons de faire sur le terrain des différentes ONG, expliquer à quoi ça ressemble pour opérationnaliser ce qu'on propose, mm, mm. rendre concret. Ok, donc je vois aussi que donc, la Fédération Léo Lagrange a mentionné qu'elle a développé des manuels de formation créés pour des professionnels et volontaires afin de mener des actions d'éducation non formelle, donc j'imagine en situation d'urgence. Oui, Donc, j'ai pas précisé parce que j'avais plus de place, mais c'était le Kurdistan irakien notamment. ah, d'accord, merci. Donc ça, ce serait intéressant et n'hésitez pas les organisations qui ont mis des post-it ici à partager les liens vers les ressources après pour qu'on puisse les diffuser, les partager. Ok. Ah, j'ai l'impression qu'il y a eu plus de post-it du côté. On va débriefer très rapidement puisque je vois l'heure qui tourne. Je vois qu'il y a eu plus de post-it du coup du côté de l'outil pédagogique. Oui, effectivement, la question des destinataires, donc c'est ce que tu disais, Natacha. D'accord. Donc là, on serait plutôt parti sur quelque chose qui permettrait de capitaliser sur le concret, de valoriser les bonnes pratiques sur notre sujet spécifique. Ouais. Et qui serait plus largement diffusable aux acteurs terrain, effectivement,
qui aurait certainement, qui pourrait être utile, en tout cas, dans plusieurs contextes. Je pense que ça aussi, la question du contexte de la crise, il faudra qu'on la traite puisqu'on a vraiment une multiplicité de crises, mais ça peut effectivement être adressé. Mm. Et un fact sheet avec des arguments clairs qui servent à contredire la vision selon laquelle l'éducation ne doit intervenir qu'après la situation de crise. Ok. Pour moi, le fact sheet, il peut être un peu entre les deux, hein. On peut vraiment avoir des éléments de plaidoyer aussi. Mais le fact sheet permet quand même de reprendre un certain nombre d'éléments, de données probantes notamment, pour construire l'argumentaire. D'accord. Bon, voilà. Je pense qu'on va, à moins qu'il y ait des personnes qui veulent rebondir sur cette question des livrables, qui ne seraient pas Jeanne? d'accord avec ce qu'on aurait dit. Oui. Oui, oui, je veux bien, enfin, juste rebondir. Je crois que j'ai mis mon post-it au mauvais endroit là, dans le Jamboard. Du coup, je l'ai mis sur la première slide là, que tu montrais, Ah, qui, d'accord. qui est juste pour redire que oui, c'est compliqué d'aller vers un livrable plus qu'un autre tant que la thématique n'est pas arrêtée. Mais ce je voudrais nous rappeler, c'est qu'on a quand même dans notre stratégie donc un objectif premier de plaidoyer, ce qui n'empêche pas dans un argumentaire d'avoir évidemment des données probantes et de la capitalisation de bonnes pratiques. Mais je pense qu'on a sur cette question un vrai enjeu de convaincre des non convaincus. Donc on est bien dans une logique de plaidoyer, mais on est aussi dans une logique quelque part de pédagogie face à des acteurs humanitaires qui ne font pas encore la place nécessaire à l'éducation. Donc je voulais juste souligner ça, là on est sur quelque chose qui n'est pas tourné ni vers les membres de la coalition, ni vers les acteurs de l'éducation, qui dans l'ensemble sont évidemment les plus convaincus, mais penser qu'on va s'adresser aussi dans une logique multisectorielle, voilà, à tous les acteurs de l'humanitaire qui ont besoin de mieux comprendre en quoi l'éducation est indispensable et doit avoir toute place. Voilà, c'était juste pour dire ça. Merci. Merci, Michel, oui, de rappeler les grands axes stratégiques de la coalition aussi. Voilà, on va clôturer cette session de réflexion. Je vais laisser la parole du coup à Marie, si je ne me trompe pas, pour conclure cette première séance. Très bien, merci Jeanne, merci à tous pour ces riches échanges. Une fois n'est pas coutume. Alors, le temps qui m'est imparti est très très court, alors je vais essayer vraiment d'être très succincte. Alors, pour reprendre les différents éléments dont on a évidemment parlé pendant cette heure et demie, vous rappeler que dans le cadre du travail qui a déjà été réalisé par la coalition sur le sujet, des recommandations avaient déjà été formulées. Je me permets peut-être juste de resituer certaines, notamment de faire de l'éducation une priorité des politiques et des interventions humanitaires, en rappelant que l'éducation est un droit fondamental. C'est revenu énormément dans les échanges. On a aussi évidemment mis en avant les éléments de complexité et des crises qui sont à la fois sur des temporalités assez floues et sur des facteurs divers. On a évidemment mentionné le besoin d'augmenter la part de l'aide humanitaire attribuée à l'éducation avec des mécanismes de financement accessibles aux OSC locales. C'est un sujet brûlant sur plusieurs années et on a parlé aussi de la flexibilité, du besoin de flexibilité de ces mécanismes de financement. Une autre recommandation qui est de renforcer l'approche holistique et la réponse multisectorielle, qui fait partie des grandes thématiques qui ont été abordées ce matin. Et puis également de penser de façon systémique les crises
l'avant-crise, l'après-crise et la crise à la première, dès le premier jour dont parlait Emeline en introduction. Peut-être un petit rappel d'actualité, des éléments qui ont déjà été exposés tout au cours de ces échanges. Parler évidemment de la contribution de la France au niveau du financement de Education Cannot Wait, à hauteur de 40 millions d'euros. Et puis l'adoption à venir par la France des stratégies humanitaires et éducation à l'international. On est à un moment clé aussi de réflexion sur ce sujet d'éducation en situation de crise. Comme le temps est file déjà beaucoup, donc je conclus en vous rappelant effectivement les 3 prochains rendez-vous qui vont nous permettre de nous retrouver, avec les 2 premiers rendez-vous, les 2 premières sessions qui nous permettront de travailler sur les thématiques qui auront été, grâce au sondage, mais aussi grâce aux discussions du COPIL, validées a posteriori de cet échange. Et puis, évidemment, la réflexion sur le livrable et de capitalisation, la dernière et 4e session, qui, comme M. Cabard nous le rappelait en introduction, sera en présentiel. Alors, à voir après aussi si la participation de tous aujourd'hui sera possible et comment peut-être une version hybride pourrait être mise en place. N'oubliez pas que ce webinaire est enregistré, qu'il est vous êtes tous fortement invités à le partager sur vos réseaux respectifs et qu'un compte rendu avec les points d'étape vous sera également partagé à la suite de cette première session. Voilà. Je suis désolée, j'ai dû faire très très vite. Je suis C'était dans parfait. le temps. Et voilà. Merci à tous. Merci Marie, merci à tous et toutes. Je vais du coup arrêter l'enregistrement et on se retrouve bientôt. Merci. Merci à toutes et tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne Merci journée. beaucoup à tous. Bonne journée.